Nous venons d'avoir un atelier sur la rédaction juridique, donc une partie importante dans le métier, pour le métier d'avocat et d'avocate. Et maintenant, nous allons beaucoup vers la pratique. Donc, comment préparer et plaider un dossier en français. Donc, nous allons respecter l'ordre. Donc, nous allons débuter par Maître Marie-Pierre Dupont. On aimerait aller dans des questions un peu plus générales. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre pratique en français? Oui, merci Stanley. Donc, moi, ma pratique a beaucoup changé dans les dernières années. J'ai fait une pratique en litige civil, énormément en français. Je dirais que du côté du litige civil, ma pratique était environ, j'ai envie de dire 60% anglophone, 40% francophone. Donc, quand même une bonne partie de dossiers civils en français. Depuis un an ou deux, donc je fais plus du droit du travail, du droit de l'emploi, beaucoup dans le secteur fédéral. Et là, ma pratique en français a augmenté. Donc là, je dirais que je suis plus 60% en français, 40% en anglais. Donc, il y a un énorme besoin aussi, je dirais, auprès de beaucoup de mes clients. Ce sont des syndicats qui représentent des employés partout au travers le Canada. Et il y a un énorme besoin de représentation francophone pour ces clients-là. Donc, je ne sais pas si tu voulais que j'en reste à ça pour tout de suite. Oui, OK. Donc, c'est ça à peu près là, pour ma pratique en français. OK, tout à fait. Donc, maintenant, au quotidien, est-ce que vous voyez dans la pratique, surtout pour le bénéfice de nos candidats et candidates, est-ce que vous voyez une différence entre la façon de préparer un dossier en français et la façon de le préparer en anglais? On sait que parfois en français, il n'y a pas assez d'outils pour aider, il n'y a pas de matériel ou encore de documents. Est-ce que vous voyez dans la pratique des différences? Oui, il y a des petites différences. Parfois, c'est subtil. Parfois, ça ne changera pas grand-chose. Mais il y a définitivement des petites différences subtiles. Donc, par exemple, dans le domaine civil, puis je pense un peu différent là, dans mes deux pratiques, mais dans le domaine civil, il y a des choses différentes qui vont arriver. Donc, dans le domaine civil, souvent, il y a un choix qui doit être pris par le client qui est bilingue de procéder en français ou en anglais. Donc, il y aura une discussion avec le client par rapport à la langue appropriée pour le dossier. Donc, il y a effectivement il y a une discussion à avoir. Beaucoup de clients qui sont bilingues ont tendance à vouloir procéder en anglais. Par contre, moi, je dis toujours aux clients, moi, je suis parfaitement bilingue, mais si je devais être contre-interrogée un jour, je voudrais que ce soit en français. Et donc, je leur dis si je leur demande, c'est quoi la langue dans laquelle vous voudriez être contre-interrogée? Si la réponse c'est le français, ben pour moi, il n'y a pas de doute, le dossier devrait procéder en français. C'est ça votre langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Puis, auquel cas, eh bien, c'est votre droit, c'est la langue dans laquelle on devrait procéder pour tout le dossier. Ensuite, quand, je ne sais pas si tu veux que je rentre un peu dans les... Oui, vous pouvez y aller. Donc, on va prendre quelques minutes et puis, oui. Donc, c'est ça. Donc, dans le domaine civil, tu sais, souvent, il faut s'attendre à, premièrement, si l'autre partie, la partie que moi, je fais plus côté demandeur. Donc, souvent, j'écris une déclaration, elle va être en français. Donc, là, une fois que la déclaration est signifiée, dépendant si le défendeur, la défendresse est anglophone ou bilingue, ça arrive plus souvent qu'on croirait que je vais recevoir une communication d'un avocat anglophone qui me demande, par exemple, de traduire ma déclaration. Je vais envoyer la version anglaise de la déclaration. Cette demande-là va être faite de tous les niveaux de politesse possibles. Ça peut être extrêmement poli, ça peut être un peu brusque, la manière que la demande est faite. Donc, moi, dans ma pratique, j'avais une lettre un peu standard, qui est une lettre que j'envoyais en réponse à ça, qui expliquait le droit de mon client sous la loi sur les tribunaux judiciaires à procéder en français. J'explique à l'avocat dans la lettre que
la Cour offre un service de traduction. Si ils ont besoin d'une traduction, donc s'il n'y a personne à l'interne dans leur bureau qui peut les aider à passer à travers un document francophone, la Cour offre gratuitement la traduction aux parties. Donc ça, c'est ma réponse officielle quand ça arrive. Par contre, quand ça arrive, une discussion avec le client parce que, évidemment, par souci d'efficacité, souvent, ce que je vais proposer aux clients, c'est qu'on fasse une traduction maison du document. Juste question d'accélérer le processus. Évidemment, je rends ça très clair à la partie adverse que c'est une traduction maison, qu'elle n'a pas force officielle, que c'est pas que s'il y a un doute entre la version anglaise et française au niveau des allégations, c'est la version française qui est la version qu'on a déposée en cours. Et je rends ça très clair que la version anglaise est vraiment juste donnée par courtoisie puis par souci d'efficacité pour le processus. Puis, à partir de ce moment-là, quand je sais que la personne de l'autre côté n'est pas nécessairement au courant de c'est quoi les droits en termes de procédure bilingue en Ontario, souvent, là, je vais faire un effort supplémentaire pour expliquer, par exemple, si un interprète va être requis par cette personne-là quand viendra le temps de procédure en cours, c'est l'obligation de cette personne-là, pas de mon client. C'est l'obligation de cette personne-là qui ne pourra pas me comprendre si je plaide en français, de planifier les services d'un interprète avec l'aide de la Cour. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait à la dernière minute. Ça doit être fait plusieurs mois d'avance. Donc, c'est le genre de petits détails là, qu'on doit quand même planifier longtemps d'avance, surtout au niveau là, de la Cour, lorsqu'on veut faire un processus en anglais. Dans mes dossiers de droit de l'emploi puis droit du travail, où est-ce que je suis plus dans le domaine administratif, donc je suis devant des arbitres ou je suis devant des tribunaux administratifs comme la commission fédérale. Là, ma préparation, en général, j'ai un avocat qui est bilingue et ou francophone de l'autre côté. Donc, c'est beaucoup plus rare que j'ai ce genre de problème-là. Par contre, là, l'obstacle que j'ai et que je dois planifier d'avance, c'est la majorité des décisions sont en anglais. Puis souvent, ces dossiers-là, c'est pas des années que ça dure entre le moment où j'ai le dossier puis l'audience. Souvent, ces dossiers-là, je les ai, puis l'audience est dans 3 semaines. Donc là, mon processus est beaucoup plus rapide. Puis si mon dossier est en français, ce que ça veut dire, c'est que je dois passer à travers énormément de jurisprudence anglophone et je dois m'assurer que les bons termes, que je vais utiliser les bons termes en français, que j'identifie c'est quoi le vocabulaire précis pour le type de dossier que j'ai en français plutôt qu'en anglais. S'il y a des documents qui vont être en anglais ou en français, je dois m'assurer que de l'autre côté, on n'a pas de souci avec la traduction des documents. Puis, en général, dans le secteur fédéral, bien que souvent l'avocat qui va être contre moi va être bilingue ou francophone, c'est très possible que les témoins ne seront pas nécessairement bilingues ou francophones. Donc, encore là, il faut qu'on planifie l'accès à un interprète que souvent 3 semaines d'avance, c'est rare que je vais pouvoir avoir un interprète si ça n'a pas été prévu par la commission. L'audience devra être ajournée. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit penser là, dès qu'on a le dossier dans un cas comme ça. Est-ce que mes témoins vont être anglophones? Est-ce que je vais avoir besoin d'un interprète à un certain moment? On ne veut jamais pousser quelqu'un qui n'est pas à l'aise de témoigner dans sa deuxième langue. Donc, moi, je trouve ça très important qu'on ait accès rapidement à des services d'interprètes parce que je déteste quand un client ou un témoin me dit « je préférerais témoigner en français ou en anglais, mais je peux m'organiser. » Le droit de témoigner dans la langue de notre choix, c'est important aussi. Donc, je pense généralement, là, c'est des petites choses à quoi je pense du côté administratif, côté cours supérieur quand j'ai des dossiers en français. OK, tout à fait. Donc, merci beaucoup. Donc, je me demande est-ce qu'il y a des questions pour le moment. Donc, sinon, pour rendre
la conversation beaucoup plus dynamique. Donc, je vais passer avec Maître Vucevic et après, on pourra revenir avec vous pour ajouter et d'autres choses. Donc, Maître Vucevic, est-ce que vous pouvez nous parler globalement aussi de votre pratique en français? Donc, j'essaie de gérer le temps avec vos interventions. Donc, ce que je retiens de la présentation, donc il y a beaucoup de choses à retenir, bien entendu. Donc, ce que je retiens de la présentation de Maître Dupont, c'est que il faut proposer dès le début aux clients, aux clients le fait que le français, ils peuvent utiliser le français. Et on a vu au cours de la journée que avec les modifications qui ont été faites à la loi sur les tribunaux judiciaires, que on peut à différentes étapes utiliser le français maintenant. Donc pour vous, Maître Vucevic, donc ce que j'ai retenu, parce qu'on est en train de donner des outils à nos participants et participantes, je retiens qu'il faut faire des résumés. Donc ça, c'est vraiment important de faire des résumés. Donc maintenant, donc ma prochaine question va être adressée à Maître Dupont. Donc, parfois, les gens, on parle de plaider. Parfois, on a vu au PPD que quand on raconte des histoires, c'est facile de plaider. Donc, la plaidoirie, c'est comme raconter une histoire de client. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Parce que nos candidats ou encore nos candidates vont pouvoir les retenir très facilement. Des anecdotes, bien entendu, sur la plaidoirie en français, bien entendu. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai comme une plaidoirie mémorable en tête. Par contre, ce que je dirais, et puis je coach un concours de plaidoirie, donc j'ai vu beaucoup de plaideurs passer dans les dernières années. Puis je pense que pour moi, quelque chose qui devient très évident, c'est qu'il y a une grande distinction entre les plaideurs anglophones et les plaideurs francophones. Donc, quand je parle plaideurs francophones, je veux dire souvent les francophones les personnes dont le français est la langue première. En général, c'est des personnes qui parlent en gesticulant énormément et des personnes qui parlent très rapidement. Donc, on aime parler, on aime s'animer. Je pense que ce que je dirais en termes d'anecdotes, c'est que moi, systématiquement, ce qui m'arrive, c'est qu'on me demande de ralentir. Maître Dupont, ralentissez. Maître Dupont, peut-être une petite pause, s'il vous plaît. Maître Dupont, j'arrive pas à vous suivre. Et ça m'arrive là, constamment. Puis moi, à chaque fois qu'on me dit de ralentir, mon cerveau, tout ce qu'il fait, c'est parler moins fort parce qu'il n'arrive pas à ralentir. Mon cerveau fait juste penser à parler moins fort. Mon cerveau n'est pas capable de ralentir quand je plaide. Et pourtant, c'est quelque chose de très important. Hein? Plaider, moi, j'adore ça. C'est ma partie préférée de mon emploi. C'est pour ça que je fais du litige. Et j'espère que les étudiants qui nous écoutent et les avocats qui nous écoutent partagent cet amour-là. Par contre, il ne faut jamais perdre de vue c'est quoi l'objectif de la plaidoirie. C'est de convaincre, c'est de persuader le décideur que c'est notre version des faits, du droit qui devrait l'emporter à la fin. Et pour ça, c'est important de suivre que lorsque le décideur va se retirer, qu'il va considérer les arguments, qu'il ait en note c'est quoi l'argument qu'on fait. Donc mon meilleur conseil, c'est évidemment, moi, dans mes notes, puis écoutez, les gens rient. Quand je plaide, j'ai des post-it partout autour de moi. Prends une pause, respire, ralentis, prends une gorgée d'eau, n'importe quoi pour m'inciter à permettre aux décideurs de me suivre dans mon argument. Ce que j'aime moins, mais en termes d'anecdotes, ce que je dois dire, c'est que cette habitude de parler vite devient un problème lorsqu'on fait un dossier bilingue avec de l'interprétation simultanée, parce que les interprètes ont un travail extrêmement difficile et souvent, quand on parle rapidement, comme on le fait souvent en tant que francophone, les interprètes n'arrivent pas à suivre la vitesse à laquelle on parle. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on doit garder en tête. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment une anecdote, mais c'est comme qu'est-ce qui m'est venu en tête quand on parlait de Tout à fait.
Donc, on voulait écouter vraiment ce type d'histoire donc pour édifier à l'audience. Donc, c'est vraiment des défis. Donc, ça nous amène sur notre prochain point et ma prochaine question pour mettre Vucinovic, c'est concernant les défis. On sait on doit ralentir parfois, surtout en français. Donc, on a des juges qui sont bilingues, mais qui sont beaucoup plus anglophones que francophones. En parlant de défis, donc, vous, quel autre défi aimeriez-vous partager avec nous et quel type de solution qui accompagne ce défi-là pour que nos participants et participantes puissent avoir quelque chose de concret? Ce que je retiens de votre présentation, donc, c'est que la plaidoirie est stratégique, donc on doit être brillant, on doit être éloquent, tout ça. Donc, pour vous, Maître Dupont, quels sont vos outils? Est-ce qu'il y a au niveau de la préparation des outils spécifiques que vous utilisez pour préparer un dossier en français? Est-ce qu'il y a des outils? Je dirais pas qu'il y a d'outils spécifiques. Je pense qu'on connaît bien les outils qui sont disponibles pour parler en français. Mon meilleur conseil quand je prépare un dossier, c'est préparation, préparation, préparation. Un dossier ne peut jamais être trop préparé. C'est mon avis. On ne peut jamais trop connaître les faits, le droit. Vaut mieux être surpréparé que sous-préparé, que ce soit en français ou en anglais. C'est vraiment mon conseil ultime. Puis même face à souvent, qu'est-ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'avocat de l'autre côté a 10 ans d'expérience de plus que moi. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? La préparation, c'est notre protection contre ça. Même si on a d'expérience, si on a bien préparé notre dossier, si on connaît les faits sur les doigts de la main, si on connaît le droit, il n'y a pas de raison que l'expérience devrait l'emporter sur notre préparation. Tout à fait. Donc, Maître Vucinovic, la même question pour vous. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour préparer un dossier en français pour une plaidoirie? Est-ce que vous avez des outils spécifiques? Oui. OK, donc merci beaucoup. Donc, il faut se préparer, il faut lire. Et ma dernière question pour vous, en 15 secondes chacune. Est-ce qu'il y a un point important que le temps ne nous a pas permis d'aborder que vous aimeriez avancer? Un point important, M. Dupont, qu'on n'aura pas le temps d'aborder en 15 secondes. Je pense qu'on a abordé tout ce qu'on devait aborder. Je pense que la dernière chose que je dirais, c'est unique de pouvoir plaider dans les deux langues. On est tellement choyé d'avoir cette flèche-là à notre arc et on doit être fiers de cette capacité-là. Même si des fois, on sent qu'on n'est peut-être pas aussi habile qu'un avocat parfaitement anglophone en anglais ou que notre français est peut-être pas aussi parfait que quelqu'un d'autre. C'est tellement une belle chose de pouvoir plaider dans les deux langues, puis on doit être fiers de ça, puis pas hésiter à le faire. Merci beaucoup. Et Maître Vucinovic, pour terminer aussi, donc est-ce qu'il y a un point en 15 secondes pour qu'on puisse respecter l'heure que vous pouvez nous donner pour partir? Vous avez donné vraiment beaucoup de substance et j'ai vraiment aimé participer à cette rencontre. Donc, sans plus tarder, donc, je vais laisser la parole à Médecin. En fait, j'aimerais juste demander est-ce que les participants et participantes ont une question? Je pense qu'on a 1 ou 2 minutes qu'on peut... Enfin, 1 minute pour une question ou 2. C'est le bon moment, là. Si vous avez un dossier en français à préparer, c'est le bon moment. Salut, j'ai une question pour mettre du point. Oui. Oui, OK. Alors, je sais que votre cabinet pratique en Ontario, puis je crois ici au Manitoba aussi. Est-ce que c'est correct? OK. Oui, est-ce que vous... OK. Alors, qu'est-ce que se passe avec à Manitoba? Est-ce que vous avez des clients francophones ici ou non? Est-ce que tu peux me donner comme un petit peu d'informations parce que je ne connais pas exactement qu'est-ce qui se passe en français ici au Manitoba? C'est une excellente question. On a un bureau physique au Manitoba. Par contre, je dirais que la majorité de nos dossiers au Manitoba sont anglophones. Les dossiers francophones qu'on a au Manitoba viennent de nos clients fédéraux, donc où est-ce qu'il y a des francophones là, qui sont un peu partout, peu importe. Mais je dirais que, puis c'est très, très récent qu'on a un bureau au Manitoba, à Winnipeg. Donc, je dirais que pour le moment, on n'a pas vraiment vu de dossier francophone arriver
du Manitoba. Puis je ne suis pas si au courant là, de c'est quoi l'offre de services juridiques en français de ce côté-là. OK, parfait. Oui, non, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui connaît comme une réponse à ça, parce que je sais que cette conférence est à propos comment est-ce qu'on utilise la langue française, est-ce qu'on protège peut-être la langue française dans un milieu minoritaire. Ici au Manitoba, c'est un milieu minoritaire, bien sûr. Alors, s'il y a quelqu'un a des conseils, je suis prêt à entendre qu'est-ce que ça passe ou est-ce que vous avez des idées? Et ça va si vous n'avez pas aussi. Je ne sais pas s'il y a comme l'équivalent, je suis en train de vérifier, je ne suis pas familière beaucoup avec celle du Manitoba, mais l'équivalent de l'AGFO, donc l'Association des juristes d'expression française. Oui, il y en a, la GFM. Oui. Donc, ça serait une bonne place pour vous informer de ce qui se passe au niveau donc minorité francophone. Oui, non, je connais comme la GFM fait. Justement, en général, les provinces de Canada vont collaborer ensemble pour s'outiller comme un peu. Donc, il y a plusieurs outils que vous avez vus aujourd'hui qui peuvent être pertinents. Mais évidemment, il faudrait voir avec les acteurs locaux pour vous guider. Donc, évidemment, au Manitoba. OK, parfait. Merci beaucoup. Oui, non, je connais la GFM ici au Manitoba. Il travaille très fort ici. Alors, mais je voulais savoir si, comme en Ontario, c'est un peu plus avancé qu'ici. Alors, ça, c'est pourquoi j'avais cette question. Mais merci. Donc, on a une dernière question de Paul Raymond. Bonjour. Ça, c'est, une question qui est pour vous deux. Quand vous avez une cliente francophone où vous avez déposé des documents ou des soumissions en français, mais l'autre côté a déposé des soumissions en anglais, puis ces clients sont peut-être moins à l'aise avec la lecture en anglais, puis comme moi, personnellement, quand j'explique certaines affaires à mes clients, je veux leur donner comme une copie physique de quoi je parle. Mais dans cette circonstance-là, j'ai reçu des documents de l'autre côté en anglais, puis je n'avais pas de problème d'expliquer tout le contenu des soumissions, mais je préférais donner des soumissions en français. Donc, quand vous recevrez des soumissions en anglais de l'autre côté pour un dossier français, qu'est-ce que vous faisiez pour aborder ça? Est-ce que vous faites la traduction comme par vous-même ou est-ce que vous demandiez pour peut-être une version française de l'autre côté? Une bonne réponse. Je pense que je dirais dépendre. Si c'était en cours, ma réponse serait peut-être un peu différente, mais dans le contexte, je pense que c'est une bonne réponse. Puis, je suis désolée, mais je vais devoir quitter parce que je suis dans le milieu d'un arbitrage. Puis en français, on a gentiment pris une pause pour moi pour que je puisse vous accompagner. Mais je ne veux pas pousser la patience de mon arbitre à sa limite. On attend longtemps pour des arbitres en français. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité, mais moi, je vais vous quitter pour retourner à mon arbitrage. Merci beaucoup, Maître Dupont. De toute façon, on a fini donc ce panel. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir et merci beaucoup pour vos précieux conseils.